Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma théorie sur les alignements de Karnak. Il subsiste aujourd'hui 3000 menhirs à Karnak, répartis sur environ 4 km. Le mystère dure depuis plusieurs milliers d'années, depuis presque 6000 ans, 6 à 7000 ans depuis l'époque où ces menhirs ont été dressés. Alors certains y ont vu une sorte d'immense temple religieux, d'autres pensent qu'il s'agit d'un centre d'observation des étoiles, d'un centre astronomique. D'autres encore tracent des angles mystérieux entre les différents mégalithes de la région et croient y voir des choses extraordinaires comme des triples carrés ou une démonstration du théorème de Pythagore. Toutes ces explications ont une dimension spirituelle, voire surnaturelle. Certains imaginent même que ces pierres ont des vertus énergisantes et thérapeutiques. Moi, je vous propose une explication beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus matérielle, beaucoup plus ancrée dans l'économie de la région à cette époque. J'ai élaboré une petite théorie que je vais partager avec vous, selon laquelle ces alignements sont tout simplement un stock de réserves de valeur dans une économie marchande, dans une économie monétisée, un stock qui a été constitué pas par hasard, tout simplement à proximité du plus grand centre d'émission de la monnaie à cette époque, monnaie sous forme de sel. Je vais vous détailler l'ensemble de mes arguments. Alors tout d'abord, il faut partir d'un postulat, c'est que toute société humaine structurée, toute civilisation a besoin d'un système de réserve de valeur, a besoin de pouvoir stocker la richesse accumulée pour pouvoir la transmettre d'une génération à une autre et pour pouvoir réaliser des échanges plus importants, par exemple avec différents groupes humains. Donc la société autour de Karnak, cette société néolithique sédentaire richissime et qui dominait l'ensemble de l'arc atlantique, avait elle aussi besoin d'un système de réserve de valeur. Historiquement, la réserve de valeur, vous le savez sans doute, c'est l'or qui a joué ce rôle. Or, à cette époque, il n'y avait pas d'or dans cette région du monde, ou en tout cas, il n'a pas été produit et accumulé en masse. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, un millénaire plus tard, qu'en Égypte, l'or va être stocké sous forme de réserve de valeur. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser pour continuer d'étayer cette théorie, c'est de savoir si la société carnacéenne était à ce point riche, à ce point dominante pour avoir besoin d'un tel stock de réserve de valeur. Et là, la réponse est assurément oui. Les preuves archéologiques abondent. D'abord, n'oublions pas que bien avant les alignements de Karnak, c'est cette société qui a érigé la plus grande construction artificielle du monde à cette époque, le grand menhir d'Ergra, qui mesurait plus de 20 mètres de haut, qui pesait près de 300 tonnes et qui est aujourd'hui malheureusement brisé en 4 morceaux, mais enfin qui à l'époque devait être très impressionnant et qui lui-même d'ailleurs a été érigé dans un alignement puisqu'on a découvert il y a quelques décennies que ce grand menhir était lui-même aligné avec 18 autres menhirs. Donc bien avant les alignements sous forme de réserve de valeur, il y avait des alignements beaucoup plus spirituels, beaucoup plus symboliques d'un pouvoir qui ont été constitués, qui surtout étaient beaucoup plus massifs et qui étaient des pierres qui étaient travaillées, des pierres polies, ce qui n'a rien à voir avec les alignements de Karnak, qui pour la plupart sont des petites pierres qui n'ont pas été travaillées, des pierres brutes qui ont été dressées. Sur ce plan, je trouve que la comparaison avec l'or fonctionne parfaitement, puisqu'on a d'abord utilisé l'or à des fins symboliques, à des fins de démonstration de pouvoir, puis on l'a utilisé à des fins de réserve de valeur. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les mégalithes. On a d'abord érigé des mégalithes massifs, prestigieux, impressionnants, avant d'en ériger des plus petits, avant de cesser de les polir et de les graver, tout simplement parce qu'on a compris qu'on pouvait également s'en servir comme réserve de valeur. Les preuves de richesse abondent également avec l'examen des tombes, et en particulier des tumulus. Le tumulus Saint-Michel est le plus vaste tumulus d'Europe continentale, 125 mètres de long, 50 mètres de large, haut d'une dizaine de mètres, qui a mobilisé plus de 35 000 mètres cubes de pierre. Il renferme plusieurs chambres funéraires. On a aussi le tumulus de Tumiac, appelé aussi butte de César. On a retrouvé donc des haches polies en jadéite qui venaient
des pierres qui ont été extraites du nord de l'Italie. On a retrouvé des pierres vertes en varicite qui venaient d'Espagne. On sait aussi qu'il y avait des échanges avec les terres de Grande-Bretagne, puisqu'on a retrouvé des poteries qui venaient de la région dans cette région. Donc on a la certitude qu'on avait affaire à une région riche, probablement la plus riche de cette époque en Europe de l'Ouest, et qui commerçait avec l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Alors d'où venait cette richesse? Eh bien probablement de la production de sel. Il faut savoir que la production de sel dans la région de Carnac était particulièrement favorable grâce à l'utilisation des baies abritées du Morbihan. Dès le 5e millénaire avant notre ère, le sel y était produit par un processus d'évaporation chauffée. On en a de nombreuses preuves archéologiques, les fours, les briquetages, les fosses trouvées sur la côte du Morbihan, qui témoignent d'une production excédentaire de sel qui prenait la forme de pain de sel, en quelque sorte des petits lingots qui pouvaient être transportés, échangés et qui ont donc pu monétiser l'ensemble de l'économie de l'Europe de l'Ouest à cette époque. Eh bien, ce sont les élites de Carnac qui maîtrisaient cette production et qui ont donc pu s'enrichir considérablement. Carnac était probablement le plus grand centre financier et d'émission de la monnaie à cette époque en Europe de l'Ouest. Et qui dit émission de la monnaie dit garantie, un peu comme aujourd'hui les banques centrales constituent des réserves d'or pour inspirer confiance, et bien probablement à Carnac on a voulu montrer de manière très visible, puisque c'était visible même de l'océan, l'ensemble des garanties qu'on avait, et ces garanties prenaient la forme, à mon sens, de pierres dressées. Ce sont les fameux alignements de Carnac qui pouvaient donc être exposés, exhibés en garantie de l'émission monétaire de la région. Alors à ce stade-là de la vidéo, vous vous demandez peut-être comment une espèce de grosse pierre, un gros caillou pouvait être une réserve de valeur. Eh bien, sachez que ça n'a rien de saugrenu. En tout cas, on ne se pose pas la question avec les métaux comme l'or, l'argent ou le bronze. Mais pour les pierres, les anthropologues ont montré que les pierres ont pu servir de réserve de valeur. On a cet exemple bien connu des bitcoiners qui concernent un archipel du Pacifique, les îles Yap, avec les pierres de raie, ces grosses pierres circulaires qui pouvaient faire 3 mètres de diamètre et qui servaient de monnaie, et qui étaient des pierres immobiles, et qu'on pouvait néanmoins se céder tout simplement à l'occasion d'une assemblée du village. La personne qui souhaitait céder la pierre à quelqu'un faisait vérifier par l'ensemble des villageois qu'il était bien propriétaire de la pierre, et puis la transaction était actée, enregistrée dans la mémoire collective des habitants de l'île, et la pierre n'avait pas besoin de bouger, et on savait que sa valeur avait été transférée. C'est la même chose aujourd'hui avec les banques centrales et à Fort Knox aux États-Unis qui stockent l'or pour de nombreuses banques centrales dans le monde. L'or peut être échangé par simple jeu d'écriture comptable sans même qu'il soit transféré. Probablement, il y avait à Carnac un système de ce type qui inspirait suffisamment confiance pour qu'on ait confiance dans la monnaie émise à Carnac. Il n'est donc pas saugrenu d'imaginer que les habitants de Carnac, tout comme les habitants des îles Yap, aient pris pour habitude de s'échanger des pierres qui avaient de la valeur, du fait qu'elles avaient été érigées, du fait de leur emplacement aussi, puis qu'une élite se soit approprié cet usage en garantie de l'émission de la monnaie et ait constitué ces alignements. La comparaison avec les blockchains numériques actuelles et en particulier celle du Bitcoin est absolument frappante. On a littéralement une chaîne de blocs, une chaîne de blocs de pierre qui est publique, comme dans un registre public, qui permet une mémoire sociale externalisée, qui est visible de tous, qui a vocation à être immuable et infalsifiable. On a une preuve de travail puisque chaque bloc de pierre a dû être extrait puis érigé. Donc on a vraiment tous les critères et toutes les conditions qui permettent l'émission d'une monnaie saine et durable.
J'ajoute que les espacements réguliers entre les pierres sont très pratiques pour sécuriser le processus puisque ça permet de vérifier immédiatement s'il manque une pierre ou pas. Cela permet aussi de laisser suffisamment d'espace pour ajouter des pierres, pour les ériger, pour faire venir des bœufs, on imagine, qui tiraient les pierres jusqu'à l'emplacement voulu et ensuite qui pouvaient être érigés à l'aide de leviers, mais aussi pour laisser paître des moutons et entretenir le site, si bien que les terrains qui étaient utilisés pour stocker ces valeurs n'étaient absolument pas perdus pour l'agriculture. Voilà, j'ai encore de nombreux arguments pour étayer ma théorie, notamment des arguments de chiffres, des arguments de dates, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, donc j'en ferai peut-être une deuxième pour prolonger celle-ci. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir votre opinion, surtout si vous avez déjà réfléchi à la question, et surtout d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis preneur de toutes les objections, de tous les contre-arguments, je les étudierai, je les examinerai, parce que vraiment ce sujet commence à m'intéresser de plus en plus. Il vient d'une réflexion sur la monnaie que j'ai commencé en étudiant notamment les textes de Nick Szabo, et j'aimerais la poursuivre, notamment sur ce sujet de réserve de valeur qui m'intéresse énormément. Donc si vous avez vous-même des observations, des contre-arguments ou des compléments à apporter pour étayer cette théorie que je suis en train d'essayer de nourrir sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, ciao!